Je vais, quant à moi, vous parler du renouveau du droit à l'information publique à l'ère du numérique et se poser la question de savoir si on ne peut pas aller vers une évolution de ce droit à l'information et notamment vers l'affirmation d'un droit à publication. L'information est au cœur de tout depuis l'origine. Et ce n'est que plus récemment qu'il y a eu une prise de conscience de son utilité, en particulier à travers les travaux de Shannon et de Weaver, l'autre Weaver, Warren Weaver, qui sont à l'origine de la théorie de l'information. La doctrine va progressivement s'emparer de ce sujet pendant la seconde moitié du XXe siècle pour rappeler la nécessité de favoriser la circulation de l'information à une époque où les technologies prennent de plus en plus d'importance. L'apparition de l'Internet des objets n'a fait qu'amplifier ce processus. Pourtant, le droit s'est emparé de ce sujet bien avant cette époque. La loi suédoise de 1766 est en général présentée comme le premier texte en matière de droit d'accès à l'information, et Patricia Jonasson nous en parlera tout à l'heure. Cependant, la version originale de cette loi reconnaît davantage un droit à publication qu'un droit d'accès. Avec la Suède, la France s'est intéressée dès le XVIIIe siècle à l'affirmation de ce que l'on pourrait appeler, avant la lettre, un droit à l'information. La philosophie des Lumières caractérise en France une époque marquée par la mise en circulation de l'information à travers la diffusion des connaissances et des idées des penseurs éclairés. Cette propagation des connaissances, et par là d'une certaine forme d'information, est reconnue en tant que droit fondamental par la déclaration de 1789. Cependant, le droit d'accès à l'information est resté pendant longtemps à l'état des principes, et il a fallu attendre la loi du 17 juillet 1978, notamment, pour que s'amorce une véritable réflexion en France et pour qu'on commence à réfléchir aux enjeux de l'informatisation de la société et de la nécessité d'encadrer ce droit d'accès à l'information. Près de 4 décennies plus tard, alors que les balbutiements de l'informatique ont cédé la place à la société numérique, il convient de s'intéresser sur l'impact de cette société numérique sur le droit d'accès à l'information. Cette évolution du droit français sur près de 4 décennies appelle 2 observations. La première est que le principe du droit d'accès aux informations publiques n'a cessé de s'étendre depuis la fin des années 70, si bien que les documents détenus par les administrations qui ne peuvent faire l'objet d'un accès sont de plus en plus réduits. Et d'autant plus qu'en France, le projet de loi pour une république numérique qui est en cours d'adoption au Parlement doit aboutir à une obligation pour les administrations publiques de publier en ligne les documents qu'elles possèdent dans un format aisément réutilisable. Par cette évolution, les administrations sont plus que jamais placées au cœur de la société de l'information, en nourrissant cette société d'une information de plus en plus dense. La seconde observation est que cette extension du droit d'accès aux informations publiques est source de complexité. Elle est source de complexité parce que les lois qui garantissent le principe de droit d'accès aux informations n'ont cessé de se multiplier à côté de la loi du 17 juillet 1978, qui peut être considérée en France comme la référence en la matière. Le gouvernement français a cependant essayé de redonner une cohérence d'ensemble en adoptant récemment un code des relations entre le public et l'administration. Cependant, cette évolution est insuffisante pour 2 raisons. D'une part, le code vient à peine d'être adopté, que le projet de loi pour une république numérique contient déjà des dispositions concernant les données publiques qui seront codifiées en dehors de ce code qui vient lui-même d'être adopté récemment. En dehors de ce code, dans d'autres codes ou dans d'autres lois. D'autre part, il est possible de se demander s'il n'aurait pas été préférable d'adopter un code de l'information sans faire de distinction entre les dispositions qui relèvent du secteur public et celles qui relèvent du secteur privé. Aujourd'hui, il n'est plus possible, en outre, de s'intéresser uniquement au droit d'accès aux informations publiques sans réfléchir aux articulations avec les autres droits qui encadrent la réutilisation des données.
et en particulier le droit des données personnelles. L'élaboration d'un code de l'information permettrait de redonner une cohérence d'ensemble au droit d'accès et de réutilisation des informations, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient sensibles ou non. L'information est au cœur de la société numérique puisqu'elle constitue sa valeur ajoutée. Sans circulation de l'information, il ne peut y avoir de société numérique. Pour ces raisons, l'une des préoccupations des gouvernants contemporains devrait être de circonscrire au maximum les limites du droit d'accès aux informations, dans la mesure où ces derniers entravent la circulation de l'information, et donc leur réutilisation. Et puisque ces limites entravent la circulation de l'information et leur réutilisation, elles entravent elles-mêmes le développement de la société numérique. Cette recherche de maximisation du droit d'accès à l'information suppose de poser les questions suivantes. Les informations accessibles les informations accessibles au public sont-elles toutes justifiées et leur ouverture est-elle respectueuse des droits fondamentaux, et en particulier du droit au respect de la vie privée? Existe-t-il des informations détenues par les administrations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles et qui devraient l'être, qui devraient être ouvertes dans le cadre de la société numérique? Le droit d'accès à l'information est-il uniquement un droit d'accès à l'information publique, ou doit-on considérer que ce droit doit être entendu plus largement pour inclure d'autres informations qu'on considère comme relevant d'intérêt général, même si ce sont des informations du secteur privé? Ces interrogations nous conduisent à réfléchir aux limites du droit d'accès aux informations sous 4 angles pour établir des distinctions entre ces dernières. La première distinction concerne les limites acceptées. Cette catégorie de limites acceptées inclura le plus souvent des limites admises depuis longtemps dans les législations nationales des différents pays, qu'il s'agisse par exemple du droit au respect de la vie privée, du droit aux États de protéger leurs intérêts légitimes, ou du droit des entreprises à protéger leurs secrets professionnels, leurs secrets commerciaux ou industriels. Toute la difficulté en la matière est cependant de circonscrire précisément ce champ d'application pour que ces dernières ne servent pas de prétexte au gouvernement ou aux entreprises pour s'opposer au droit d'accès à l'information, avec l'argument de dire « je refuse parce que ça relève du secret » en ayant une interprétation un peu extensive de ce secret. La deuxième distinction nous conduit sur le terrain des limites acceptables. Par exemple, on peut penser à la dérogation de l'interdiction de l'octroi de droits d'exclusivité en matière d'accès aux informations, c'est-à-dire l'interdiction de permettre à certains d'être propriétaires de cette information et d'être uniquement propriétaires de cette information. En général, on interdit ce droit, ce droit d'exclusivité, mais on accepte, c'est de la limite acceptable, on accepte certaines dérogations, notamment lorsque ces dérogations vont aller dans le sens de l'intérêt du service public, ou lorsque, notamment en matière culturelle, ces dérogations permettent de procéder à la numérisation d'ouvrages qui, sinon, ne seraient pas numérisés. Donc ces limites au droit de réutilisation sont plutôt tolérées qu'acceptées. Elles sont acceptables dans la mesure où on va les limiter dans le temps et on va les réétudier, on va les réexaminer régulièrement. Les limites non acceptables relèvent de la troisième distinction. Il s'agit par exemple des informations en France qui concernent les revenus et les indemnités des parlementaires ou les subventions publiques, dont on comprend mal pourquoi ces informations ne seraient pas révélées au public, puisque ce sont des dépenses publiques, c'est-à-dire financées, financées par le contribuable. Quant à la quatrième distinction, elle concerne les limites qui soulèvent des débats, c'est-à-dire les limites qui doivent être approfondies afin de forger une doctrine qui pourra inspirer le législateur. Par exemple, un débat se pose en ce qui concerne le champ d'application du droit d'accès à l'information. Pour savoir si ce droit doit être réservé aux informations publiques ou si au contraire il faut l'étendre à l'ensemble des informations
détenues par le secteur public et le secteur privé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dès lors qu'on considère qu'elles relèvent de l'intérêt général. En la matière, 3 questions se posent. La première est de savoir s'il faut ou non envisager une telle extension du droit d'accès à l'information. En cas de réponse positive, c'est mon point de vue, en cas de réponse positive, une autre question se pose, c'est de savoir quelles sont les données qu'on doit considérer comme relevant de l'intérêt général. Autrement dit, il s'agit de réfléchir à une nouvelle catégorie de données, une nouvelle catégorie d'informations qualifiées d'intérêt général qui pourrait inclure notamment l'ensemble des informations du secteur public ou du secteur privé, donc l'ensemble des informations dont la diffusion au public est nécessaire parce qu'elle permet d'éviter des risques économiques, sociaux, écologiques, climatiques ou encore en matière de santé. Une dernière question est de savoir s'il faut limiter ces données d'intérêt général à l'intérêt national ou à l'intérêt international. Autrement dit, si on envisage une protection dans le cadre du droit international, ça veut dire qu'on oblige les États à fournir un certain nombre d'informations au monde entier parce qu'on considère que ces informations détenues ont une répercussion non seulement sur leur pays, mais également sur l'ensemble de la planète. Et on pense bien entendu aux données environnementales. Cette dernière approche, la plus extensive, nous apparaît la plus pertinente dans l'exercice du droit d'accès à l'information dès lors qu'on respecte les autres droits fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée. Le législateur français garantit expressément depuis 1979 le droit de chacun à bénéficier d'un droit à l'information en matière de documents administratifs. Cependant, aucune précision n'a été faite explicitement quant aux modalités d'exercice de ce droit. Pourtant, dès l'origine, on peut trouver 2 modes d'exercice de ce droit. Historiquement, le mode d'accès privilégié aux informations publiques en France est celui du droit de communication. L'usager peut accéder aux documents, soit sous forme d'un droit d'accès général aux documents, soit sous forme d'un droit spécifique parce que les documents lui sont opposables ou parce qu'ils concernent des données sensibles. Cette voie d'accès par communication peut être envisagée, peut être complétée par un autre droit qui est également le droit à publication, puisque l'administration a également la possibilité de publier le document en question. Comme le droit à communication, le droit à publication s'analyse donc comme une composante du droit d'accès à l'information, puisqu'il vise à rendre disponible l'information, soit sous forme papier, soit en ligne, à l'ère du numérique, rendre donc disponible une information qui ne l'était pas auparavant. Le droit à publication complète donc le droit à communication en ouvrant une autre voie d'accès aux documents publics. Ce droit à publication est d'ailleurs celui qui fut privilégié en 1766 par la Suède dans sa première version, comme je l'ai expliqué précédemment, puisque l'essentiel des dispositions suédoises prévoyait la publication des documents administratifs ou institutionnels, l'accès par communication étant réservé aux archives. En France, ce droit à publication est également prévu dès la loi de 1978, puisque la version initiale prévoyait également la publication régulière de directives, instructions, circulaires, etc. La complémentarité entre le droit de communication et le droit de publication ne fait donc aucun doute, d'autant que, selon le droit français, le droit à communication s'éteint dès lors que le document a été publié. Dès lors qu'il est établi que le droit d'accès à l'information peut exercer sous 2 formes, la question qui se pose, c'est de savoir quel est le droit le plus pertinent à l'ère de la société de l'information. 4 idées forces seront dégagées en la matière. La première, c'est que le droit à publication, pourtant lui aussi prévu par la loi de 1978, n'a pas connu une évolution aussi importante que celle du droit de communication en France. La deuxième idée, c'est que le droit à publication n'est pas forcément un droit à publication en ligne. Or, à l'ère du numérique, c'est bien la publication en ligne qui compte, et non la seule publication papier. Troisième idée,
c'est de dire que le droit à publication, tel qu'envisagé par la loi de 1978, consiste davantage en une obligation de publication pour l'administration, c'est davantage une obligation pour l'administration de publier qu'un véritable droit à publication qui peut être invoqué par le citoyen. Par conséquent, dans ce contexte de la société de l'information, on peut envisager une évolution pour aller vers l'affirmation d'un nouveau droit pour le citoyen, un droit actif, un droit proactif plutôt qu'un droit passif. Donc on a traditionnellement un droit passif qui est celui de pouvoir bénéficier d'une information de la part de l'administration, et si le citoyen veut exercer ce droit, il pourra accéder à cette information qui a été publiée, tout au plus, si l'administration refuse de publier l'information, le citoyen devra aller devant le juge pour reconnaître ce droit. Mais dans l'idée que je suis en train de vous expliquer, c'est d'aller plus loin pour reconnaître un véritable rôle proactif de la part du citoyen qui pourrait demander à l'administration de publier un certain nombre d'informations dès lors qu'on rentre dans le champ d'application des documents qui ont vocation à être publiés et qui ne l'ont pas été par l'administration. Donc, en complément du droit passif traditionnel, il convient d'envisager cette démarche proactive. Ceci étant, offrir cette possibilité aux citoyens de demander à l'administration de publier certains textes qui ont vocation à être publiés parce que relevant de l'intérêt général, suppose une démarche volontaire, mais suppose également de conditionner cette démarche volontaire. Par exemple, en prévoyant un minimum de signataires ou en exigeant que la publication en ligne puisse être réalisée pour un coût raisonnable. Et notamment, il s'agit d'éviter la publication de documents dont les retraitements seraient trop lourds pour pouvoir être mis en ligne. Or, la société de l'information rend possible l'exercice de ce droit qui, peut-être, aurait paru inenvisageable il y a quelques années. D'une part, les nouvelles technologies permettent la mise en place d'une plateforme susceptible de recueillir de manière sécurisée un nombre de signatures pouvant justifier de l'intérêt de la population à cette publication. D'autre part, comme l'explique Jérémy Riskin, dès lors que la société numérique tend vers un coût marginal, il devient de moins en moins coûteux de publier en ligne des documents administratifs, ce qui favorise la circulation de ces derniers. Cette affirmation conduit à souligner que le droit à publication, qu'il soit envisagé sous sa forme passive ou sous sa forme proactive, est d'autant plus essentiel qu'il favorise les politiques d'open data, les politiques d'ouverture des données publiques, et donc la réutilisation des informations publiques. Or, cette circulation de l'information est au cœur de l'économie numérique. D'une certaine manière, et ça sera ma conclusion, il s'agit, à travers l'affirmation du droit à publication, dans son acception la plus extensive, de revenir aux sources du droit à l'information, tel qu'envisagé dès 1766 en Suède, mais en tenant compte des évolutions technologiques et des apports de la révolution technologique qui permettent de réinterpréter les modalités du droit d'accès à l'information dans le cadre de la société de l'information. Je vous remercie.